Bonjour et bienvenue au WebTech de ce mois-ci sur la protection et la valorisation des solutions innovantes intégrant de l'intelligence artificielle. On attend quelques secondes si vous voulez bien que nos participants se connectent et je vais vous présenter nos experts. Philippe et Rabia, vous pouvez nous rejoindre avec votre caméra si vous le souhaitez. Nous voilà. Ouais, super, merci. Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons donc démarrer ce WebTech, comme je le disais, qui fait écho à une nouvelle décision sur la loi de finances 2025 par rapport au soutien, j'allais dire, de la recherche et de l'innovation, avec notamment une suppression de soutien sur l'embauche de jeunes docteurs, mais aussi les dépenses liées au personnel liées au brevet, au dépôt de brevet, comme les frais de dépôt, les frais de maintenance ou les frais de défense. Et donc, nous avons réuni quelques experts sur ce sujet qui vont pouvoir vous aider, vous motiver, vous inciter à déposer des brevets, mais aussi valoriser vos innovations et mieux comprendre quels sont ces critères. Alors, on a autour de la table avec nous Pierre Paradinas, qui est donc R&D Manager, c'est ça? Oui, Chez ou Abactech. directeur scientifique chez Abactech. Ouais. Ok, merci, bonjour Pierre. Rabia Fergani, qui est président de Abactech. Bonjour. Et Philippe Brun, donc directeur aussi du cabinet Medinvent et conseil en propriété industrielle, qu'on a déjà fait intervenir par le passé. Bonjour. Alors, je voulais juste vous rappeler aussi que on traite aussi ce WebTech, ce sujet, parce que c'est vrai que sur la région, mais pas seulement sur la région, aussi au niveau européen, il y a beaucoup d'initiatives sur des enjeux de souveraineté, justement, et également de nouveaux data centers qui se créent dans la région. Et donc, ça fait écho à cette valorisation de solutions intégrant de l'IA. Et en même temps, on va aussi traiter ce sujet, enfin, un peu plus largement, des deep tech et du passage à l'échelle lors de l'Assemblée générale où je vous invite à participer. C'est le moment puisqu'elle sera élective. Ce sera le 20 juin à 100 mètres de nos bureaux à Rousset. Et on fera une table ronde sur ce sujet avec quelques acteurs emblématiques pour illustrer ce rapport issu de la DGE fraîchement publié il y a un mois qui mentionne que l'innovation de rupture, c'est super pour créer de l'innovation, pour booster la R&D, pour booster la compétitivité. Mais c'est vrai qu'il y a quelques pistes d'amélioration et quelques recommandations dans ce rapport qui seront présentées donc le 20 juin matin lors de cette assemblée générale. Voilà, sans plus attendre, un petit zoom sur l'agenda. On commence donc avec Philippe Brun qui va nous expliquer, avec son expertise juridique notamment, comment on protège une solution qui intègre de l'intelligence artificielle. Ensuite, avec Rabia, on verra la propriété intellectuelle donc dans le cadre des dispositifs fiscaux de l'innovation, notamment avec ces nouvelles décisions par rapport à la loi de finances 2025. Et puis ensuite, avec Pierre, quelques exemples concrets également de sécurisation d'un crédit impôt recherche pour une solution qui est basée sur de l'IA ou qui intègre des briques technologiques de l'IA. Même règle, même format, le WebTech pendant 3/4 d'heure, on fait intervenir nos experts et bien sûr, vous pouvez poser vos questions en live, en temps réel, dans le module questions que vous avez sur votre menu GoToWebinar. Je rappelle que le WebTech est enregistré et sera disponible en replay dans quelques jours. Voilà. Je vous laisse la parole. Philippe, je te désigne présentateur si tu veux pour redémarrer pour nous expliquer comment on peut protéger donc les solutions basées sur l'IA. Voilà, normalement, je pense que vous devez voir notre transparent. Alors. Tout à fait. Parfait. Alors,
comment un petit peu protéger les solutions qui y intègrent de l'IA? Alors, en quelques mots, hein, on ne va pas tout redéfinir ce qu'il y a derrière ce concept, derrière de l'intelligence artificielle, mais grosso modo, ce que l'on va considérer, ce sont des techniques qui s'appuient sur de l'informatique et des mathématiques, qui visent à réaliser un certain nombre de tâches, tout en essayant de simuler ou de s'inspirer des processus cognitifs humains, hein, dans une certaine limite. Et l'objectif étant de réaliser un certain nombre de tâches intéressantes sur des tas de sujets. Sachant que, bien évidemment, dans le terme IA, je dirais avoir une intelligence artificielle à l'heure où l'on se parle, qui réfléchirait mieux que l'humain, c'est-à-dire qui se poserait elle-même les bonnes questions, les bons problèmes et qui trouverait réponse à toute question mieux que l'humain à l'heure où l'on se parle, ça reste encore de la science-fiction sur le sujet. Brièvement, les différentes technologies, on va dire, ou solutions qui sont en place régulièrement à l'heure où l'on se parle, même si certaines techniques remontent aux années 50. Hein. On retrouve notamment tout ce qui est donc le machine learning, où là l'idée est de s'appuyer sur un modèle et on va essayer de lui faire apprendre un certain nombre de choses de manière à ce que finalement, sur cette base d'apprentissage, il puisse prédire et donner en tout cas des résultats qui seraient les plus probables. Donc on retrouve deux grandes familles, il y en a plusieurs, hein, mais deux principales méthodes, je dirais, d'apprentissage pour essayer d'éduquer ce type de modèle. On a soit un apprentissage qui est réputé supervisé, c'est-à-dire qu'on va nourrir le modèle d'un certain nombre de données que l'on va labelliser, étiqueter. Par exemple, si on doit faire le distinguo entre des poissons rouges et des girafes, on va lui donner à manger un grand nombre d'images, par exemple, de poissons et de girafes, et on va expliquer, on va renseigner quel est l'objet, et au fur et à mesure, de lui-même, donc en mode inférence, hein, en mode d'exécution, sur des images inconnues, l'outil dira si c'est probablement une girafe ou un poisson rouge. Ou alors un apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'on va donner beaucoup de données en entrée, et l'outil, par des méthodes statistiques par exemple, va détecter qu'en général, si j'ai un sujet avec un grand coup, il est plus probable que ce soit une girafe versus un poisson. Ce qui est intéressant derrière tout ceci, c'est que parfois, on va le voir, je dirais, ce qui va faire la précision ou la pertinence de la solution n'est pas tant sur l'outil ou le moteur, le modèle derrière l'IA, mais peut-être autour des données qui ont permis de faire cet apprentissage. Et donc, on verra comment est-ce qu'on peut essayer de protéger, de valoriser aussi cette partie-là. On entend également souvent parler de tout ce qui est deep learning. Donc, en gros, on va empiler un certain nombre, par exemple, de réseaux de neurones pour en découpler un petit peu les performances. Et c'est typiquement avec ce type de technologie aujourd'hui que l'on va traiter pas mal le langage naturel et on va trouver pas mal de solutions, notamment sur l'IA générative, dont on entend beaucoup parler en temps voulu. Voilà. Donc, derrière ce terme IA, on retrouve des tas de choses. Ce type de solution en base du machine learning ou d'autres systèmes experts dans lesquels on va respecter un certain nombre de règles. Voilà. Pléthore de solutions, je dirais, sur le sujet dans cet état d'esprit. Alors, de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on la trouve dans plein de domaines, hein, que ce soit la santé, dans le domaine artistique, dans les véhicules autonomes, dans le droit. Hein, on essaye de voir si on peut demander à une IA d'appliquer ou en tout cas d'analyser des situations juridiques dans le jeu, dans la robotique, dans la finance. On en trouve un petit peu de partout. Et on verra que parfois, eh bien, le domaine d'application peut avoir un préjugé plutôt favorable ou défavorable, à tort ou à raison, sur des critères d'obtention en fait d'un brevet. Alors quelques éléments chiffrés, je vais aller très très vite, mais on va y venir tout à l'heure. L'intelligence artificielle, grosso modo, on va dire, ça appartient à la grande famille des solutions logicielles, en tout cas des solutions informatiques mises en œuvre par ordinateur, on va dire. Et donc, vous pouvez voir rapidement sur cette diapositive, pour parler ancien, ou sur cette slide, voir l'évolution en nombre de dépôts. Alors, ça s'arrête à 2018, parce que c'est très compliqué d'avoir des données consolidées toujours qui sont à jour, mais on voyait qu'on est en forte croissance.
j'attire votre regard également sur la courbe bleue qui montre, je dirais, l'évolution des dépôts, notamment de la Chine, qui est extrêmement importante, avec également la Corée du Sud, qui se développe de plus en plus. Et vous verrez également la partie Europe et États-Unis, d'Amérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la première fois en Europe, le sujet qui touche à l'informatique est devenu la première catégorie des inventions qui font l'objet de dépôt de demande de brevet, alors que pendant très longtemps, traditionnellement, c'était un petit peu l'apanage de la mécanique, de la chimie. Donc c'est vraiment, il y a un essor qui est extrêmement important. Et si on fait un focus sur l'IA en tant que telle, toujours pareil, des données qui émanent de l'Office européen des brevets, on montre que finalement, c'est un sujet qui n'était absolument pas du tout sur la table avant 2015, donc c'est très récent. Et vous voyez l'évolution et la croissance qui est très très forte, avec, on va dire, la proportion, une demande de brevet sur 3 déposée auprès de l'Office européen des brevets qui concerne ce domaine, émane d'une entreprise, on va dire, européenne. La part belle est laissée aussi toujours à l'Asie. Et aux États-Unis, vous avez le top 10 des déposants sur le sujet. On retrouve sans surprise les entreprises, des petites PME comme Alphabet, Huawei, Samsung et consorts. Alors, sur, je dirais, la valorisation ou la protection de l'intelligence artificielle, est-ce que véritablement on était sur un cas particulier ou pas? Eh bien, l'Office européen des brevets et d'autres offices dans le monde entier a finalement assez rapidement répondu et considère l'intelligence artificielle comme un sous-domaine, un domaine de l'informatique. Et donc, je dirais, s'applique la doctrine, la jurisprudence et les directives pour les examinateurs devant les offices de brevets de manière assez classique, surtout la partie protection de solutions informatiques. Et donc, on est sur un terrain finalement assez connu, avec une doctrine assez stable sur le sujet. Oui, on peut breveter des solutions à caractère logiciel, et donc oui, on peut toujours aussi breveter des solutions qui se basent sur l'intelligence artificielle à partir du moment où on respecte un certain nombre de conditions. Là où le problème a été rapidement posé, pour rappel, c'est que le législateur, de manière générale, auprès de la plupart des offices, n'a pas jugé bon souvent de donner une vision ou une définition positive de la notion d'invention, et c'est plutôt lancé dans une liste, une litanie de ce qui ne doit pas être considéré comme une invention, et donc fermer la possibilité de protéger ces solutions-là par le brevet. Et donc, on a listé comme ça les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les schémas, les règles, les programmes d'ordinateur en toutes lettres, la présentation d'informations. Et c'est vrai que donc, au fur et à mesure, si on restait face à ce constat-là, notamment sur la partie informatique, puisqu'on trouve ce type de solution dans tous les produits que l'on manipule au quotidien, on aurait pu breveter grand-chose. Donc, au lieu de prendre une ardoise magique et d'effacer finalement ce type d'exclusion, le législateur a préféré rajouter une précision, c'est-à-dire qu'on va refuser la qualité ou le terme d'invention sur ce qui a été listé sur cette liste que vous avez devant vous en tant qu'invention, si on les considère en tant que telles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on enlève toute considération en matière d'utilité, d'application et notamment d'effets techniques. Et en fait, c'est la jurisprudence qui a rajouté un filtre qu'on va appeler de technicité. On va, pour arriver à donner une définition positive de la notion d'invention, qui n'est autre finalement qu'une solution technique pour résoudre un problème technique. Et peu importe si on s'appuie sur des méthodes mathématiques ou sur des programmes d'ordinateur, à partir du moment où on a cet objectif et ce filtre positif de technicité, eh bien, on ouvre le champ à la protection par le brevet, ce qui fait que, oui, le logiciel est brevetable, heureusement. Alors, rapidement sur comment ça se traduit, je dirais, dans les faits, donc sur cette slide-là, à partir du moment où on dépose une demande de brevet, donc totalement sur la gauche, pour obtenir un brevet délivré, il y a tout un ensemble de vérifications qui sont conduites par les offices de brevets, et notamment les premières étapes
on va regarder véritablement si, prima facie, on est sur une solution qui revêt un caractère technique. Et puis après, dans l'examen, on va creuser un petit peu plus le sujet sur l'effet technique. Donc, premier stade, quand on dépose une demande de brevet, on va regarder véritablement si ce qui fait l'objet d'une revendication, alors les revendications, c'est ce qui définit le monopole que va conférer le brevet, on va regarder si véritablement on ne décrit qu'une méthode abstraite ou si on fait intervenir des éléments techniques type ordinateur et autres pour échapper à ce premier filtre-là. Et ensuite, quand on va véritablement rentrer dans des critères de brevetabilité plus classiques, j'y reviendrai plus tard rapidement, critères de nouveauté, d'activité inventive, eh bien, il faut savoir que pour breveter quelque chose, il faut encore que la solution, l'invention, soit restée finalement secrète jusqu'au jour du dépôt. Donc, on va, au travers de ces critères de nouveauté ou d'activité inventive, et le terme inventif peut-être est sujet à caution ou peut être un petit peu particulier par rapport au sujet que l'on va évoquer tout à l'heure derrière la notion de inventif, de recherche, etc. On va regarder véritablement si ce qui nous démarque des solutions connues découle de manière évidente ou pas pour un homme du métier, un homme qui serait du domaine, serait véritablement évidente ou pas. Et donc, au travers de tout ça, on va appliquer, là encore, de la jurisprudence qui est relativement classique, notamment l'approche Convic en Europe, pour véritablement faire le tri entre les différentes caractéristiques, je dirais, techniques et fonctionnelles. On va regarder si celle qui nous démarque, eh bien, procure ce fameux effet technique supplémentaire pour véritablement donner un oui ou un non ou un rejet si véritablement cet effet technique n'est pas suffisamment avéré pour donner lieu à la délivrance d'un brevet. Alors, il y a de manière générale, au-delà de, je dirais, de ces critères classiques, des domaines d'application qui sont plutôt, on va dire, avec lesquels on a un regard plutôt bienveillant. Alors, tout ce qui va toucher à la vision par ordinateur, reconnaissance de forme, tout ce qui va porter sur l'analyse d'image est plutôt bien perçu. Tout ce qui est traitement également du langage naturel, notamment si derrière on va piloter quelque chose de technique, on va piloter une voiture, on va piloter une machine industrielle, donc ça pose pas de difficulté. Tout ce qui a trait à la robotique, tout ce qui a trait aux analyses véritablement prédictives, notamment toutes les applications à la santé. Donc en général, on a plutôt un préjugé favorable. En revanche, dès que l'on va rentrer sur quelque chose de très générique, très généraliste, où on va retomber un petit peu sur une approche un peu trop mathématique, où on véritablement un petit peu trop conceptuel, ça va être plus compliqué. Et on a aussi actuellement une difficulté, on va dire, c'est un petit peu un challenge, d'arriver à breveter des solutions autour, je dirais, des applications des modèles de langage, autour des LLM. Si on doit, par exemple, transformer une donnée d'entrée exprimée en langage naturel, par exemple un texte, pour arriver, tout en respectant un certain nombre de critères, arriver à produire un autre texte en sortie, eh bien, à tort ou à raison, souvent la jurisprudence va dire, ben non, on n'est pas dans le domaine du technique, mais plutôt dans la linguistique. Et donc, parfois, c'est très compliqué d'obtenir des sujets. Donc, on peut avoir un a priori un petit peu négatif, et donc, on va devoir creuser, muscler, travailler ce côté effet technique pour essayer malgré tout de valoriser ce type de solution-là. De manière assez classique depuis fort longtemps, également tout ce qui va toucher à la finance, au business de manière générale, est aussi un peu compliqué pour, comme ça, revêt un caractère un petit peu négatif pour obtenir protection. Quelque chose aussi qui était assez simple au début et qui devient aujourd'hui quasiment impossible. Si vous êtes sur un procédé, une méthode qui existe déjà, qui est déjà connue de manière en s'appuyant sur des briques informatiques classiques, algorithmiques traditionnelles, on va dire, il fut un temps où il suffisait de changer une étape en disant ben, je vais la remplacer en m'appuyant sur du machine learning et hop, on était jugé suffisamment inventif. Aujourd'hui, s'appuyer sur certaines briques à base d'intelligence artificielle, c'est s'appuyer comme sur n'importe quelle autre brique logicielle ou en cryptographie. Et si on est sur une simple, je dirais,
par exemple, discrimination, si je veux avoir une solution sur un tapis, trier des pommes rouges et des pommes vertes, si je vais m'appuyer en essayant de dire, ben voilà, je vais utiliser du machine learning pour arriver au résultat, ben, clairement, on va peut-être nous dire que c'est nouveau, mais ce sera peut-être pas inventif. Donc, on essaye plutôt d'aller chercher aussi, de voir si on peut travailler sur des aspects de discrimination indirecte ou si on peut avoir une méthode qui serait très délicate à mettre en œuvre de manière traditionnelle, mais qui ne s'applique pas, qui ne découle pas je dirais, d'une application classique, je dirais, en se tournant vers des solutions d'IA qui sont aujourd'hui rentrées dans les mœurs. De manière générale, ce qu'on essaye toujours de faire avec nos clients, c'est essayer de prendre un petit peu d'abstraction par rapport à la solution et voir si on ne peut pas finalement fonctionnaliser toutes les étapes et essayer de protéger finalement un procédé global qui pourrait être, lui, nouveau et inventif, et finalement pas se focaliser sur une technologie particulière d'IA. Aujourd'hui, le machine learning est à la mode. Dans 5 ans, dans 10 ans, on aura peut-être d'autres solutions beaucoup plus efficaces que celle-ci. Donc, on essaye toujours de privilégier une protection un petit peu plus large qui va au-delà de la seule brique. Et si on doit se rabattre sur une étape particulière en matière de machine learning, eh bien, et que c'est les données d'apprentissage qui vont faire la différence, on va mettre un maximum d'emphase sur le sujet pour essayer de ne pas se faire, je dirais, retoquer facilement en disant ben, l'homme du métier n'avait qu'à s'appuyer sur l'IA tel que c'est connu et la solution serait rejetée par rapport à ça. Derrière l'IA aussi, c'est beaucoup poser des questions sur mais quand je développe ou que je conçois ou que je suis impliqué dans un processus de création d'une solution technique, mais qui s'appuie ou je suis assisté par de l'IA, finalement, qui peut être considéré comme inventeur? Il y a notamment eu une affaire célèbre, l'affaire d'Abus, où le créateur de cette intelligence artificielle a souhaité nommer donc son IA en tant qu'inventrice ou co-inventrice de la solution. Là-dessus, on a répondu de manière très globale et je vous renverrai si vous avez des questions en fin du propos sur ces aspects-là, on pourra en discuter. Mais à part l'Afrique du Sud qui s'est un petit peu égarée, on va dire gentiment, sur le sujet, qui a autorisé cette possibilité-là, le consensus dans le monde est clair. Seules des personnes physiques, hein, donc des hommes et des femmes, peuvent être cités comme inventeurs. De manière générale, on ne s'arrête pas énormément dans la plupart des offices de brevets sur cette notion d'inventeur. Ce qui va nous intéresser, c'est le monopole et le titulaire du droit. Il faut savoir qu'aux États-Unis, là-dessus, on ne badine pas avec cet élément-là et désigner de manière erronée des inventeurs, soit parce qu'on les a oubliés, je dirais des inventeurs réels, ou qu'on a désigné des inventeurs qui n'ont pas réellement contribué, on peut aller jusqu'au rejet de la demande de brevet pendant la phase de délivrance, où on peut carrément annuler un brevet délivré ou le rendre inopposable. Il peut même y avoir des amendes et on peut aller jusqu'à la prison si en plus on a décidé, on a pour un inventeur qui aurait juré être inventeur et qui ne l'était pas, les conséquences peuvent être relativement fâcheuses. Comme dans tous les pays du monde entier, le flou prédomine autour de cette notion-là. Si véritablement vos solutions, vous envisagez de protéger et valoriser vos solutions aussi sur le territoire américain et que vous allez donc ambitionner le fait d'avoir un brevet aux États-Unis, on ne peut que vous recommander, quand vous allez faire le choix des inventeurs, d'appliquer un petit peu des règles et des principes. Et l'Office américain, l'USPTO, est un des rares offices à avoir donné des critères très clairs et très objectifs pour répondre à cette question. Donc, c'est un point quand même important vu les enjeux de l'autre côté de l'océan Atlantique. Il n'y a pas que le brevet dans la vie, il y a d'autres outils qui permettent de protéger et de valoriser ce type de solution. Alors, de manière classique et traditionnelle, on va retrouver les marques, les dessins et modèles, si vous voulez valoriser le dessin, les pictogrammes, la charte, le droit d'auteur sur les codes sources éventuellement, même s'il est préférable de valoriser le fonctionnel, donc l'algorithme plutôt qu'une expression simple de code source. Le secret, bien évidemment, pour certaines opérations qui seraient très difficiles à détecter. Et je voudrais m'arrêter juste 30 secondes sur un droit spécifique, donc un droit qui s'appelle le droit sui generis en Europe, qui va permettre de valoriser notamment les bases de données.
comme je vous l'ai dit en préambule, très souvent, finalement, on va prendre sur étagère un moteur ou un modèle d'intelligence artificielle. Et ce qui va faire la différence, ça va être les données d'apprentissage. Comment faire en sorte, finalement, de valoriser, de protéger, voire même de licencier un accès à ce type de données-là? Eh bien, on a un droit qui est exploitable et qui est peut-être encore aujourd'hui pas assez connu, où en fait c'est un droit qui découle, on va dire, de la facture ou de la dépense. Et on va considérer que si on a dû générer beaucoup de dépenses pour arriver à concevoir, à réaliser ces données d'apprentissage, eh bien on va pouvoir avoir sur cette base de données eh bien, un monopole que l'on va pouvoir licencier. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important, d'où l'intérêt de conserver toutes les traces des dépenses humaines, financières et autres pour pouvoir exprimer ce droit. Autre sujet pour faire peut-être la liaison avec le propos de mes camarades du jour, souvent on se pose la question, c'est-à-dire que derrière, je dirais, un brevet, est-ce qu'il y a obligatoirement une notion de recherche scientifique et réciproquement? Autrement dit, inventer, est-ce que ça signifie obligatoirement faire de la recherche ou avoir fait de la recherche? Pour rappel, un brevet, donc, on protège donc une invention, une solution technique, résoudre un problème technique. Et on doit respecter 3 critères. Critères d'application industrielle, ça marche tout le temps, sauf si on a inventé la machine à mouvement perpétuel ou le moteur à explosion à eau. Donc là, on se fait rarement retoquer. Nouveauté, activité inventive. Nouveauté, c'est est-ce que la solution, elle est connue dans l'état de l'art? Oui ou non, avant le dépôt de la demande de brevet. Activité inventive, on va regarder si finalement ce qui nous démarque de ce qui est connu eh bien, découle de manière évidente de cet art antérieur ou pas. Donc, le côté d'activité inventive, les anglo-saxons préfèrent utiliser le terme de non-évidence, qui est peut-être un peu plus juste pour expliquer ce qu'il y a derrière, mais activité inventive au sens juridique, brevet, ne signifie pas forcément recherche et recherche scientifique. Alors, bien évidemment, vous avez quelques exemples ici, à base d'IA ou sans IA, où bien évidemment, on a dû, pour arriver à protéger et à breveter des solutions, faire appel à une recherche extrêmement soutenue. Alors, je vous ai cité vaccins ARN messager, tout ce qui touche au quantique aujourd'hui par rapport à tout ceci, reconnaissance biométrique dans la santé, etc. Donc, bien évidemment, en général, j'ai fait de la recherche, j'ai trouvé une solution technique qui résout un problème technique, oui, je vais pouvoir breveter. Mais il y a aussi un grand nombre de brevets qui finalement découlent plutôt d'ingéniosité ou de créativité. Alors, je vous ai donné quelques exemples, hein. Le post-it que tout le monde connaît, voire même le papier toilette prédécoupé, ont pu faire l'objet de protection par le brevet parce qu'on a jugé que finalement, mettre un petit peu de colle sur des bouts de papier pour arriver à la solution du post-it ou faire des prédécoupes sur des rouleaux de papier toilette versus que des feuilles de papier d'ores et déjà découpées, eh bien, ça résolvait des problèmes techniques intéressants et des brevets ont été déposés sur le sujet et obtenus. Mais il n'y a pas eu de recherche scientifique extrêmement poussée ou académique sur le sujet. Pareil sur de l'IA, il y a eu des tas de brevets sur des solutions Siri, Alexa et autres, des chatbots ou des choses comme ça. Là encore, on a pu avoir des brevets obtenus juste sur la base de l'ingéniosité ou en tout cas du petit plus qu'on a pu trouver parce qu'on a jugé la solution nouvelle et inventive et qui est arrivée à résoudre un problème technique. Et puis, il y a également des solutions qui ont fait l'objet de recherches très puissantes et qui ont eu un impact majeur sur le quotidien des uns et des autres, qui ne peuvent pas être brevetés, comme je vous l'ai dit, par exemple, si on n'est plus sur de la théorie, je dirais, scientifique dans l'absolu et qu'il n'y a pas d'application particulière ou qu'il n'y a pas de critères techniques suffisamment importants. Alors, je vous ai cité la théorie de la relativité de notre ami Einstein, par exemple, ou alors si on est sur justement du fine-tuning mathématique de certains éléments de réseau de neurones. Là aussi, ça peut être parfaitement rejeté par rapport à tout ceci. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots autour de comment protéger et valoriser de l'intelligence artificielle. Merci Philippe, merci beaucoup, c'est passionnant ces sujets. Je regarderai le papier toilette prédécoupé d'une autre manière maintenant. C'est important. Ouais.
Rabia, c'est à toi. Je te désigne présentateur. Très bien. Il y a Bon, pas de manip quelques à questions faire. déjà posées. N'hésitez pas à les poser dans le module questions qui est dans votre menu GoToWebinar. Elles sont déjà intéressantes. N'hésitez pas à les poser. Ok, Bien. très C'est bien. bon pour vous? Merci Philippe. Je suis chargé de faire le lien entre l'intervention de Philippe et du coup l'intervention de Pierre qui prendra le relais derrière. Donc on va fixer un peu le cadre général. On avait un objet commun qui était l'innovation. Donc on a parlé de la valorisation dans le cadre de l'API, des brevets et de tout ce dont vient de parler Philippe. Et on a une possibilité effectivement d'avoir des relais de cette valorisation. En tout cas, on avait des possibilités fortes du point de vue de la R&D jusqu'à 2024 sur les dispositifs fiscaux qui permettent en fait de faire reconnaître les dépenses qu'on a pu avoir dans le cadre justement des brevets de la propriété intellectuelle. Alors, on a un objet commun et on a des critères qui vont ressembler aussi parce que Philippe a parlé de brevetabilité et dans les deux critères qu'il a énoncés, la nouveauté, l'activité inventive, on va retrouver des choses un peu similaires dans le cadre des dispositifs fiscaux liés à l'innovation et à la recherche et à la R&D en particulier et qui proviennent pour le coup du manuel de Frascati. Et ça permet d'apprécier ce que sont des activités de recherche et développement. Donc une approche similaire et complémentaire. Et la pertinence de nos présentations croisées, elle venait aussi du fait qu'ayant un objet un peu commun, on a des approches aussi assez communes et on a une manière, il y a une partie des dossiers qui sont traités un peu de la même façon, l'état de l'art, certains objectifs, etc. etc. Et pour le coup, on a décidé dans la présentation de faire appel justement à des exemples sur lesquels on pouvait discriminer le fait que c'est oui brevetable, oui mais, donc on va peut-être rencontrer des difficultés, pas brevetable, bien qu'il y ait quelque chose d'innovant et de créatif, ou au contraire, pas du tout. Et en fait, ces critères-là, on va les retrouver plus ou moins dans le cadre de la justification de ce qu'est la notion d'indicateur de recherche dans le cadre du CIR notamment. Donc, de discuter de ces exemples, ça nous a paru pertinent. Voilà. Donc, on va pouvoir donc, le cadre, c'est les dépenses de pays dans la propriété intellectuelle et les avantages fiscaux qu'on peut en récupérer. Les critères d'éligibilité, hein, ce qui fonde aussi le travail d'expertise qu'on a avec Pierre sur ces sujets-là. Et le brevet comme indicateur de recherche et d'innovation. Est-ce que c'est vraiment un indicateur de recherche et d'innovation? Ben, pas toujours, en fait. Alors, jusqu'en 2024, dans le cadre du CIR, il y avait un certain nombre de dépenses de brevets qu'on pouvait valoriser au sens où on pouvait les mettre dans l'assiette des dépenses et ce qui octroyait un droit, 30%, hein, vous le savez, dans le cadre du CIR. Donc, on a les frais de dépôt, les dotations aux amortissements et puis les frais de défense. Donc, on peut retrouver toutes ces indications dans le cadre du guide CIR. Bon, c'était jusqu'en 2024, évidemment. Alors, depuis 2025, il y a deux grosses modifications importantes dans le cadre de ce qui nous occupe là maintenant. C'est que les dépenses de brevets ont été supprimées pour la partie R&D. Elles restent pertinentes dans le cadre du crédit impôt innovation, sauf qu'on le verra, elles doivent être directement liées à ce qui concourt à l'innovation et donc à toute l'activité qui a été liée pour les prototypes ou les installations pilotes. Donc, elles entraient dans la base du CIR et ce qui était intéressant en termes de valorisation, c'est qu'on n'avait pas besoin de faire un dossier justificatif de CIR, c'est-à-dire avoir des opérations de R&D pour les prendre en considération. Donc ça, c'était relativement avantageux. Du coup, ça permettait de réduire le risque et puis effectivement de retrouver des marges de manœuvre en termes financiers puisqu'il y a des choses qui pouvaient être compensées par le dispositif. Voilà. Donc, c'est le cadre de cette slide-là. Pour le CI, on est à peu près dans la même configuration, les frais de dépôt, les dotations aux amortissements et les frais de dépenses de brevet. Bon, très bien. Donc, du coup, quid de à quoi ça sert est-ce que faire du brevet, ça sert en tant que tel et l'API sert, c'est ce dont nous a parlé Philippe.
Cependant, dans le cadre du CIR, du coup, s'il n'y a plus ces dépenses-là, en quoi ça m'est utile d'avoir des brevets? Et en fait, ça peut être des indicateurs de recherche et ou d'innovation, et c'est ça qui peut être important parce que, in fine, ça vient sécuriser les dossiers CIR. Cette notion de sécurisation, notamment dans le cadre de l'informatique, Pierre vous en dira un peu plus après. Donc, on a 5 critères qui font de l'éligibilité. Alors, j'ai parlé des critères de Frascati, on les verra plus explicitement dans la slide d'après, mais en fait, là, c'est des critères qui sont liés à ces critères de Frascati et qui nous permettent, nous, dans notre travail quotidien, de faire un audit d'éligibilité et de construire l'argumentaire scientifique autour des dossiers. Donc, on voit nouveauté, créativité, on pourrait ajouter activité inventive, et ça, c'est des critères communs avec ceux de Philippe. Mais il y a aussi les histoires spécifiquement pour le CIR, les histoires de verrou scientifique, c'est-à-dire de notions d'incertitude. Et puis après, il y a toute la démarche scientifique, etc. etc. Et dans la dernière case, il y a aussi le personnel qualifié. Et là, ça renvoie à quelque chose qu'a évoqué tout à l'heure Fabienne, les docteurs qui sont une manière de montrer qu'effectivement, il y a un personnel hautement qualifié dans l'entreprise pour justifier des travaux de recherche. Et malheureusement, sur le plan des jeunes docteurs, ça aussi, ça a été supprimé du dispositif depuis la loi de finances. Voilà. Donc, le brevet comme indicateur de recherche et innovation. Alors, ça peut en être un, en tout cas pour le CIR, dans le cadre de la R&D. Mais souvent, le brevet, il permet d'apprécier le côté nouveauté et créativité et pas forcément les autres critères de Frascati, que là, on voit clairement, donc nouveauté, créativité, systématicité, transférabilité et reproductibilité. Je vous renvoie au guide CIR. L'objet n'est pas de regarder ça dans les détails, mais de vous dire, en gros, si on veut qu'un brevet soit un indicateur de recherche, a priori, il indique la notion de nouveauté et de créativité. Si on veut vraiment argumenter que ce brevet a une pertinence dans les travaux qui sont décrits dans le rapport CIR, il faut regarder d'un peu plus près, et il faut regarder s'il y a du verrou, et il faut regarder la revendication, il faut regarder l'état de l'art qui a été posé, etc. Donc, ce n'est pas forcément immédiat. Donc, d'où le côté expertise derrière pour aller effectivement, si votre brevet n'est pas directement lié à l'opération de recherche, à ce moment-là, on peut arguer du fait qu'on a un brevet, mais ça ne sera pas suffisant, notamment auprès de certains experts qui ne voient pas forcément le brevet comme quelque chose qui est un indicateur solide. Dans la hiérarchie des indicateurs, les collaborations, les tests chiffres, etc. sont beaucoup plus solides que pour le brevet, notamment aux yeux de certains experts. Voilà. En revanche, et là je vais pouvoir passer le relais ensuite à Pierre, c'est souvent un indicateur d'innovation, le brevet, puisqu'on a ces critères de nouveauté et autres. Encore faut-il que ça soit bien lié au travail de conception ou d'installation et ou d'installation pilote, et qu'on puisse valider les aspects sur le plan des améliorations de la performance, qui sont les 4 points qui sont décrits dans la slide, sur le plan technique ou sur le plan de l'éco-conception ou sur l'ergonomie, ou sur les fonctionnalités. Mais en général, le brevet, ça permet d'étayer le fait qu'il y a une notion d'antériorité et ça permet d'étayer en fait l'état du marché, qui est le pendant dans le cadre du CI de l'état de l'art, et puis effectivement les améliorations de performance. Voilà. Donc je laisse la main à Pierre. Point d'écran là, oui. Voilà. Ok, merci beaucoup Rabia. On va passer à la présentation de Pierre. Ok, vous m'entendez? Oui, on t'entend, on te voit. Et je pense que tu vas illustrer avec peut-être quelques exemples concrets, peut-être des bonnes pratiques aussi. Ouais, donc moi je vais à la fois essayer de compléter les présentations de mes deux collègues pour essayer de voir effectivement comment on peut obtenir du crédit impôt recherche si on met en œuvre des solutions à base d'intelligence artificielle. Alors, l'objectif quand même, hein, pour vous industriels, pour vous entreprises et ou start-up, ça va être de sécuriser votre crédit impôt.
Et pour ça, ce qu'il est important, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites qui permettent de sécuriser votre CIR. La première, c'est effectivement des dispositifs style rescrit, c'est-à-dire que vous proposez vos projets à l'administration fiscale qui a un délai durant lequel elle doit se prononcer et vous dire si votre projet est considéré comme éligible au CIR ou pas. Donc ça, c'est une première approche qui permet de répondre assez rapidement à cette question. Les deuxièmes actions que vous pouvez faire pour sécuriser votre CIR, c'est de bien identifier vos projets éligibles, c'est-à-dire de ne pas tenter de passer des projets qui ne le sont pas. Et puis effectivement, quand vous avez choisi les projets que vous voulez proposer, de quelque part bien les présenter, parce que si vous les présentez bien, vous répondez aux 5 questions qui ont été détaillées par Rabia précédemment. Alors, je vais faire aussi quelques rappels sur le CIR en termes d'intelligence artificielle et d'informatique. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'informatique, dans le crédit impôt recherche, dans le guide du crédit impôt recherche et pour les services, que ce soit le ministère de la Recherche ou le ministère des Finances, est considérée comme une discipline particulière au même titre que les essais cliniques, l'archéologie ou l'architecture. Donc, il faut bien voir que dans l'informatique, il y a des spécificités qui sont importantes. Alors, comme c'est rappelé dans le guide du crédit impôt recherche, c'est pas parce que vous développez un nouveau logiciel, un nouveau système, que vous êtes admissible, que vous êtes éligible au CIR. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et malheureusement, la formation de nos ingénieurs aujourd'hui ne prend pas assez en compte cette dimension de recherche, comme l'entend le ministère de la Recherche et le ministère des Finances pour ce qui concerne le CIR. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre la démarche qui est attendue par les entreprises. Alors, et puis, ce qu'il faut faire aussi très attention, c'est que quand vous prenez un projet d'IA ou un projet d'informatique, la partie essentielle, la partie dans laquelle il y a de la création, dans la partie dans laquelle il y a de l'innovation, l'innovation et de la recherche, en fait, elle est très, très faible. Si vous prenez un process général de création d'une IA prédictive dans le monde de la banque, c'est extrait du Hub France IA, vous verrez que la partie intelligence artificielle, en fait, elle est toute petite. C'est la partie qui est marquée modélisation. Je suis désolé pour la qualité des images, mais vous les retrouverez directement sur le site web du Hub France IA. Cette partie est extrêmement faible. Et en plus, si vous n'êtes pas capable de bien la caractériser en tant que recherche, vous allez effectivement avoir de grandes difficultés pour faire et lire vos projets. Alors, vous connaissez probablement ce schéma extrait du guide du crédit impôt recherche qui va effectivement expliquer qu'est-ce qui va être éligible au sens du CIR. Donc, ce sont les opérations de R&D qui se situent dans ce carré vert. En fait, c'est quoi ces opérations de R&D? En fait, ce sont des opérations de R&D qui vont consister à, face à un sous-projet bloquant, face à une difficulté scientifique et technique, être capable de dérouler un certain process qui va, à partir de l'état de l'art, déterminer s'il existe ou pas des solutions évidentes. Donc, s'il existe des solutions évidentes, en fait, il n'y aura pas de difficulté, il n'y aura pas de recherche au sens du CIR. Néanmoins, si effectivement, à l'étude de l'état de l'art, vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté, qu'il y a donc un verrou technologique à faire sauter, un verrou scientifique, et bien en fait, ce sont tout ce que vous allez entreprendre comme action de recherche et développement pour faire sauter ce verrou, pour trouver des réponses ou des solutions à ce verrou qui vont être éligibles. Et on voit qu'il y a une chose extrêmement importante ici, c'est effectivement l'état de l'art. Alors, je vais juste prendre 2 chiffres importants. Aujourd'hui, on considère que dans les années 2021-2022, il y avait à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de publications scientifiques. Et dans ces publications scientifiques, il y avait 3,5% de publications qui concernaient l'intelligence artificielle. Donc, si vous faites le calcul, ça veut dire que
par an, aujourd'hui, il y a au strict minimum 75 000 publications scientifiques qui traitent d'intelligence artificielle. Donc, il est important que vous ayez une bonne connaissance de ces publications pour savoir si effectivement ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment quelque chose d'original au sens de la recherche, ou si simplement vous utilisez des solutions qui sont déjà connues et ou existantes, qui feront ou qui conduiront votre crédit impôt recherche à être refusé. Donc c'est vraiment ces choses-là qui sont importantes à bien comprendre, c'est vraiment cette démarche qui est importante à bien maîtriser. Pierre, juste une petite. Oui, on était resté sur la slide 37. Oui, désolé, elle n'est pas. Pas de souci. Pas de souci. Elle n'a pas passé. Je suis désolé. Merci Fabienne. Alors, retour à l'informatique et à l'IA. En fait, il y a trois types de choses qui sont considérées comme éligibles au crédit impôt recherche pour de l'informatique. Donc, ce sont des nouvelles techniques prouvées originales. Donc, en général, c'est assez difficile ce genre de technique prouvée originale, parce que, référence à ce que je viens de vous dire au niveau du nombre de publications. Vous avez aussi les opérations qui sont liées à une méthodologie prouvée originale. On va se retrouver dans les mêmes situations que la première. Souvent, aujourd'hui, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que peuvent faire les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez améliorer un savoir-faire concernant des concepts ou des technologies existantes qui peuvent être récentes, mais surtout, ce qui se passe, c'est que ces technologies ne sont pas complètement établies et posent de réels problèmes. C'est vraiment sur cette question de pose de réels problèmes qu'il va falloir être pertinent pour bien démontrer que ce n'est pas un petit problème technique, mais ce sont des réels problèmes scientifiques que vous posez, qui ne sont pas résolus facilement par l'homme de l'art. Alors, il faut voir aussi que la position du ministère par rapport à l'intelligence artificielle a évolué, comme le mentionnait tout à l'heure Philippe, où il y avait une augmentation à partir des années 2015 et ce qui s'est passé avec Yann Lequin chez Facebook a fait qu'il y a eu un engouement phénoménal pour l'IA, et en fait qui a conduit aussi le ministère à préciser un petit peu plus ce qui était entendu par intelligence artificielle. Et vous voyez bien que pour les différents domaines qui sont présents ici, le ministère va être capable à chaque fois de mettre en face des experts qui vont bien évidemment avoir une vision normalement du sous-domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, ce sera important pour vous de bien savoir dans quel domaine vous allez vous positionner pour pouvoir demander et obtenir un crédit impôt recherche. Alors, toujours dans ce guide, j'ai extrait quelques phrases ou quelques recommandations qui concernent l'informatique, mais vous pouvez les appliquer à l'intelligence artificielle sans aucune difficulté. Donc, très simplement, ce n'est pas parce que vous faites un projet informatique ou un projet d'IA qui est compliqué que vous allez être effectivement facilement éligible. Et là, je vous renvoie sur les 5 critères que mentionnait tout à l'heure Rabia. Et puis, il y a aussi un point auquel il faut faire très, très, très attention, c'est que l'IA que vous allez mettre en œuvre ou l'informatique que vous allez mettre en œuvre, souvent, elle ne solutionne pas, elle solutionne un problème qui est non informatique. Vous avez un problème de gestion, vous avez un problème de management, vous avez un problème industriel à traiter. En général, la solution que vous allez mettre en œuvre ne déclenche pas de recherche au niveau informatique. Elle déclenche de la recherche au niveau du domaine dans lequel vous travaillez, mais elle ne déclenche pas de la recherche au niveau de l'informatique. Donc, dans la façon dont vous allez présenter votre dossier, dans la façon dont vous allez présenter la façon dont vous voulez obtenir ou démontrer le fait que vous faites de la recherche, il faudra bien le faire, non pas dans le monde de l'informatique, mais dans le domaine dans lequel vous êtes. Voilà, j'en ai terminé. Je pense qu'il est important de se garder du temps pour répondre aux questions. Donc, c'est pour ça que je vous laisse
le temps maintenant de nous poser des questions. Parfait, merci beaucoup Pierre. Super clair, super motivant. Il y a énormément de questions. Donc, on va les traiter dans le temps imparti. Une première question à vous tous, Philippe, Rabia et Pierre. Est-ce que vous confirmez que les propriétés intellectuelles ou les copyrights d'un code généré par l'IA sont difficiles à faire valoir ou à valoriser, comme par exemple un texte, un roman, une musique ou une image? Est-ce que c'est donc difficile à faire valoir? Et il y a ensuite un corollaire. A priori, il n'y a pas de droit d'auteur sur ces codes sources générés par l'IA. Vrai ou faux? Alors, le sujet des droits d'auteur avec aujourd'hui, donc c'est un vaste sujet. Je crois qu'on est au début, je dirais, de la réflexion et des questions qui se posent clairement. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans la région, il va y avoir, je crois, un séminaire organisé dans le cadre de l'INPI sur le sujet, autour justement des droits d'auteur et de l'IA générative. Donc, il y aura beaucoup plus d'experts sur le sujet et on pourra débattre de ce type d'aspect-là. Ben, il est clair que tout ce que va générer une IA en termes de contenu, tout à l'heure, on s'était posé la question sur Dabus, est-ce que Dabus, une IA pouvait être inventeur ou inventrice sous prétexte qu'elle avait généré un résultat en matière de droit d'auteur? J'aurais tendance à dire qu'on est un peu dans la même démarche. Et à l'heure où l'on se parle, la notion de droit d'auteur, c'est adossé à une personne physique. Donc, ce serait compliqué, à nouveau, je pense, d'avoir comme auteur le nom d'une IA. Et après, les questions qui se posent derrière, c'est véritablement, alors finalement, l'auteur dans tout ça, le droit d'auteur sur du code source qui serait généré, je crois que c'est la question. Est-ce que finalement, l'auteur, c'est plus celui qui a développé l'IA, qui l'a mise en œuvre? Est-ce que c'est finalement obligatoirement rattaché à celui qui a prompté et qui a donc posé la question? Donc là, je dirais, les questions sont en train d'être posées, donc je préfère, je dirais, m'abstenir plutôt que de dire une vérité qui ne serait pas forcément celle et qui serait là-dessus. Donc il y a pas mal de juristes qui se posent des questions sur le sujet. Donc en effet, je confirme que ça soulève en tout cas de grosses difficultés à la fois pour s'approprier les résultats et se pose également des questions sur des droits d'auteur, sur des extraits ou des éléments. On touchait à la musique aussi. On peut remettre de la voix, utiliser également des bouts d'œuvres comme ça recomposés. Voilà. Qu'en est-il des droits des tiers aussi qui peuvent être embarqués? Donc le sujet est clairement sur la table. Donc je suis désolé de ne pas donner une réponse oui ou non, mais en tout cas, je confirme que le sujet est clairement sensible à traiter par un expert. sur le sujet. Ok, merci Pierre. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, et juste dans la foulée de ce que vient de dire Philippe, ce qui est très important, c'est que de connaître et de déterminer quelle sera la nature de la licence sur le code qui va être généré, bien évidemment. Mm-hmm. Et effectivement, pour connaître la nature de la licence, on passe un peu par la case de qui est l'auteur, puisque c'est l'auteur qui peut déterminer la nature de la licence. Enfin, c'est pas l'auteur, c'est celui qui a les droits sur le code qui peut déterminer la nature de la licence. C'est important. Ok, très clair, merci. Une autre question très concrète. Peut-on déposer un brevet sur un modèle de connaissance alors que les données d'entraînement viennent de mes clients? Donc, il précise que c'est un modèle construit sur un apprentissage supervisé. Alors, c'était un petit peu, je dirais, la question est très pertinente aussi. Toujours pareil, donc si je suis, alors il y a deux volets. Est-ce que je dirais le modèle, est-ce que c'est un modèle complètement construit, je dirais, par la personne qui pose la question, ou est-ce que c'est un modèle qui était sur étagère et finalement la solution, l'effet technique, finalement, comme je le disais tout à l'heure, il est plutôt induit par je dirais, par les données d'apprentissage qui sont en l'espèce là fournies par un tiers. Donc là-dessus, en effet, on peut, si grâce à cet apprentissage, il faudrait voir comment tout ceci s'intègre dans le procédé global pour savoir véritablement si on peut revendiquer un droit de propriété. Mais là-dessus,
je pense qu'il va falloir avoir au moins l'autorisation du fameux tiers ou du fameux client, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il a concédé du temps, de l'argent, il a des droits liés à ce fameux droit suggéré sur la constitution de cette base de données. Donc là, pour donner une réponse, je dirais, éclairée et pertinente, il faudrait que je puisse en savoir davantage pour savoir comment tout ceci est architecturé et voir qui pourrait avoir également qualité sur le sujet. Maintenant, si de manière assez classique, je dirais, la solution s'intègre dans un schéma, un procédé qui en soit connu et que finalement l'innovation découle plus de données spécifiques données par le tiers, ça va être compliqué de s'approprier comme ça, je dirais, la titularité pleine et totale sur une solution et avoir également si des critères d'activité inventive pour être requis sur le sujet. Donc là, il faudrait avec grand bonheur que je puisse en savoir davantage pour répondre à une question. Et au-delà de l'éthique du fait de réutiliser des données qui ne sont pas les vôtres, tu auras aussi un autre problème, Philippe, c'est comment tu démontres que tu as, comment dire, dans un brevet, tu dois être aussi capable de démontrer quand quelqu'un l'utilise, en fait. En fait, dans ce que tu veux dire, c'est le critère d'opposabilité du brevet. C'est-à-dire c'est pas un critère qui est retenu pour dire si c'est nouveau et inventif et obtenir la délivrance, mais c'est toujours au titulaire du brevet, au propriétaire du brevet, d'apporter la preuve de la contrefaçon. Et donc, c'est vrai que là, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est quand la solution est mise en œuvre, donc en mode inférence, comment est-ce que je vais pouvoir savoir que c'est bien ce jeu de données-là qui a pu être usurpé ou etc. Donc c'est vrai que là, en termes de, je dirais, d'opposabilité ou d'apport de la preuve, là, clairement, c'est un autre sujet, mais je te rejoins parfaitement sur ce type de difficulté. D'accord, ok, merci beaucoup. Du watermarking de base de connaissances. Une autre question dans le domaine de la santé et de la biologie. Les recherches sont souvent associées à des publications scientifiques. Et cette personne se demandait si la publication d'une étude Princeps, vous savez ce que c'est? Oui. Préliminaire ou de faisabilité pouvait compromettre le dépôt d'un brevet. Alors, toujours pareil, je dirais critères de brevetabilité important. Une fois qu'on a sauté l'écueil de est-ce que c'est une invention, est-ce qu'il y a le filtre technique, je ne vais pas revenir là-dessus, donc une solution technique pour résoudre un problème technique, il est clair qu'après, on va regarder, après le dépôt, si le critère de nouveauté d'activité inventive est requis. Et là, les examinateurs, et également les tiers, s'il y a un jour une phase de contentieux, on va regarder qu'est-ce qui était connu avant le dépôt de la demande de brevet. Et bien évidemment, chaque examinateur, ou ce que l'on fait en général en tout premier lieu, on va regarder qu'est-ce qu'avaient publié les inventeurs sur le sujet avant que le dépôt soit fait. Et il est clair que parfois, certaines publications scientifiques vont un petit peu trop loin. Alors, tant qu'on reste sur des généralités, ce n'est pas gênant et que la solution technique n'est pas dévoilée. Mais si au travers, je dirais, de l'article ou de ce type de communication, on dévoile tout ou partie, et parfois en grande partie, la solution technique que l'on veut breveter par derrière, oui, ça peut nous mettre en très très grande difficulté. Alors, il y a quelques offices de brevet ou quelles législations, par exemple aux États-Unis, où on peut encore se rattraper. C'est-à-dire que si on a fait une publication scientifique, on a divulgué la solution, on a encore un an pour la breveter, mais on ne pourra la breveter qu'aux US. Donc, ça peut être extrêmement préjudiciable. Donc, en général, quand on sait que on envisage une protection par brevet, on demande à être extrêmement prudent et on va piloter, je dirais, aux petits oignons la communication que l'on doit faire si c'est vraiment nécessaire en amont. Je dirais la solution la plus simple, c'est de rien publier avant qu'on ait déposé la demande de brevet. Mais parfois, si on est amené à teaser un petit peu le marché ou à donner un certain nombre d'informations, on va essayer en tout cas de ne jamais dévoiler la solution technique, quitte à avatariser la solution, c'est-à-dire un petit peu en cachant, en donnant peut-être, je dirais, quelques résultats, mais sans dévoiler la solution. Si malheureusement dans la publi, on dévoile des pans entiers de la solution, en effet, ça peut nous mettre en grande difficulté pour obtenir le brevet. Ok, merci. Il y a une autre question là que
J'ai du mal à comprendre, mais effectivement, elle est très pertinente. Comment protéger une méthode lorsque les données sont destinées à un collaborateur? Alors, oui, il faudrait que la question soit Moi, j'ai précisée. demandé à la personne de préciser, hein, j'ai pas encore eu de réponse, mais je crois comprendre et effectivement, ouais, bon voilà. Sinon, j'attends éventuellement que cette personne réponde, mais sinon, je passe à la question suivante parce qu'il y en a plusieurs, encore une fois. Comme vous voulez. On peut passer à la question suivante. S'il y a des précisions, Ok. je répondrai si je peux, Oui, bien évidemment. d'accord. Ok, ok. Et on va pas trop tarder non plus, hein, parce que le temps passe. Le travail de, alors, ça c'est par rapport au job du data steward, hein, donc ouais. Le travail de labellisation des données Mhm. est-il un élément essentiel d'appropriation de la donnée dans une démarche sui generis? Bah, Qu'est-ce que la démarche sui generis? ouais, ça renvoie un petit peu justement à comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser. Et typiquement, il y a des critères. Tout à l'heure, je disais, est-ce que l'on peut être considéré comme un inventeur dans une solution quand je suis assisté ou quand j'assiste une IA? Et ça, l'Office américain essaie d'apporter des éléments pour dire justement à quel point on peut considérer qu'une personne qui a œuvré pour constituer les données d'apprentissage, est-ce que, in fine, quand l'impact est significatif dans l'effet technique et dans la solution qui fait l'objet éventuellement d'un brevet est importante, est-ce que l'on peut arrimer et qualifier de co-inventeur ou d'inventeur la personne qui s'est chargée de labelliser, c'est-à-dire en fait de produire ces données dans le cadre Mhm. de l'apprentissage supervisé. Et là, il y a un certain nombre de critères à remplir. On va essayer de voir véritablement quel est l'apport, est-ce que c'est significatif, à la fois quantitativement, qualitativement, sur le sujet. Après, en soi, je dirais, si la donnée en tant que telle, on ne peut pas la breveter. Donc, une donnée, c'est comme un concept. On va dire qu'en droit, c'est souvent un livre de parcours. C'est pour ça qu'on a fait ce droit sui generis pour essayer de valoriser malgré tout des bases de données sur le sujet. Donc là encore, il faudrait véritablement regarder l'impact et voir comment est-ce que l'on peut finalement essayer de protéger ou de valoriser le travail de labellisation, en tout cas de préparation du corpus de données qui va ensuite servir de base d'apprentissage. La question est Ok, aussi merci. intéressante, pas Mais bien sûr, forcément mais donc, quand on est impliqué que sur cette partie-là, tout à fait. très bien, merci. Une autre question, bah, justement, qui a été précisée Ah, en anglais, c'est une personne qui parle anglais, justement. Oui, donc c'est la question, je la répète, hein, c'était comment protéger une méthode lorsque les données sont destinées à un collaborateur et par exemple, lorsque ce sont des données sensibles, des données médicales qui appartiennent à un hôpital, par exemple. alors, alors, toujours pareil, je dirais, sur le côté proprement brevet du terme, hein, je laisse de côté toutes les considérations RGPD, éthique et tout le sujet. Mhm, bien sûr. Une méthode, donc un procédé, quelqu'un qui va permettre, je dirais, de produire des résultats, qui va produire une aide, un diagnostic, qui va produire des résultats, des constantes ou des indicateurs qui vont in fine pouvoir être, par exemple, être exploités par un médecin pour réaliser un diagnostic. Tous ces procédés-là, il y en a beaucoup, s'ils sont nouveaux et inventifs, je dirais, on peut les breveter. Après, attention sur comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le droit de la personne, l'identité dans ce type de considération-là. Et c'est vrai que très souvent, il y a aussi des solutions qui ont pu être protégées et brevetées, mais parfois qui nécessitent d'anonymiser un certain nombre de données, notamment autour de la création des dossiers de patients informatisés. Donc là, il y a beaucoup de choses sur le sujet. En tout cas, il y a pas mal, il y a pas mal d'éléments sur le sujet et beaucoup de brevets en la matière.
Donc là encore, il faudrait qu'on regarde un petit peu plus quelle est la fameuse méthode. Donc si c'est une méthode qui est informatisée, mise en œuvre par un ordinateur et qu'on respecte un certain nombre de critères de brevetabilité, on peut la protéger. Après, il faut voir quel type de données, si elle est sensible. Et si elle est vraiment sensible, à voir comment est-ce qu'on peut avoir les verrous en matière de cryptographie ou de quoi que ce soit pour faire en sorte que ça ne puisse pas fuiter comme ça à tout un chacun. Donc, ça soulève plein de considérations, des tas de considérations techniques et de sous-ensembles qui pourraient faire l'objet de protection et de valorisation. Merci pour toutes ces réponses étendues. Donc, on a bien compris de vous contacter. D'ailleurs, peut-être une dernière question. Je ne peux pas toutes les prendre parce que le temps est escompté, là, est terminé. Mais qu'est-ce qui fonde votre expertise sur ces sujets-là, hein, et comment collaborez-vous dans vos métiers? Vous travaillez ensemble? Comment Aviatech, Medinvent, comment la question est d'ordre plus général. Très bien. Ouais, Pierre, sur l'expertise, puisque c'est ton domaine, comment tu vois ça? Qu'est-ce qui fonde Voilà, notre expertise sur ces sujets? sur ces sujets. Qu'est-ce qui fonde l'expertise? Ce qui fonde l'expertise, l'expertise, c'est un sujet compliqué, mais on ne va pas avoir 3 heures pour y répondre, donc je vais faire ça Non, assez une minute, rapidement. une minute. Une minute, et je repasserai la parole à Rabia. Ce sur quoi se fonde l'expertise, elle se fonde sur l'expérience, elle se fonde sur une pratique de ces expertises dans le domaine de longues années et dans des contextes un petit peu qui peuvent être différents. Bon, personnellement, j'ai été prof au Conservatoire national des arts et métiers pendant 20 ans, tout en ayant fait, réaliser et développer un certain nombre d'expertises pour l'Agence nationale pour la recherche, mais aussi pour le ministère de la Recherche. Et aussi quand j'ai travaillé à INRIA, ce qui m'a permis effectivement d'être au contact en permanence du domaine scientifique et technique, d'avoir moi-même contribué dans ce domaine scientifique et technique, et enfin d'avoir vu des dossiers de différentes natures sur lesquels on est capable effectivement d'avoir un avis en tant qu'expert. Donc c'est à la fois cette expérience et cette connaissance du domaine qui fait qu'on est capable d'avoir cette expertise. Mais je pense que Rabia peut aussi compléter sur l'intérêt d'avoir ce type d'expertise pour répondre aux besoins et aux demandes des entreprises dans le cadre du crédit impôt recherche. Oui, en effet. Et puis pour faire le relais avec justement le fait qu'on ait choisi de faire cette présentation avec Philippe, c'est que l'idée qu'on ait des brevets, c'est quelque chose qui, in fine, permet de sécuriser les dossiers pour peu qu'on puisse justifier l'apport du brevet. Et là, en l'occurrence, il y a une démarche un peu commune, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les états de l'art et les choses comme ça qu'on peut réutiliser les uns les autres. Donc, en l'occurrence, si nous, on a des clients dont on pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont brevetables, amener ce client à l'API, ça va nous permettre deux choses. Un, effectivement, de valoriser sa propriété intellectuelle et son innovation. Et c'est pour ça qu'on peut se tourner du coup vers Philippe. Et deux, c'est qu'on va disposer d'états de l'art qui vont nous permettre d'étayer la démonstration qu'il y a bien des opérations de recherche dans le cadre du CIR qui ont été indispensables. Donc cette collaboration, pour le coup, elle est vertueuse, elle apporte de l'eau au moulin de chacun. Puis dans l'autre sens, ça c'est Philippe qui dira, il peut recommander des gens qui sont un peu moins généralistes qu'ailleurs et qui ont des domaines de prédilection. Et dans ces domaines de prédilection, un niveau d'expertise qui permet en amont de mieux qualifier les projets de R&D. Et puis en aval, il y aura toujours un moment ou un autre un contrôle. Et dans le cadre de ces contrôles, d'avoir un argumentaire scientifique et technique qui soit suffisamment prégnant. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, avec la stratégie fiscale qui est mise en œuvre, qu'on peut reparler des critères de Frascati et autres. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis nous, on a des clients ou des entreprises, des startups, des PME qui ont des tas je dirais, de bonnes idées, qui voudraient bien aussi déposer des demandes de brevets et les protéger, mais se posent toujours des questions également de financement. Et donc, ça peut être un relais extrêmement important de voir s'il n'y a pas ce type de levier-là pour leur permettre de
de continuer à poursuivre leur recherche et de pouvoir financer le tout. Après, c'est vrai que dans l'accompagnement, nous, de nos clients, notamment quand on travaille sur les sujets, sur les inventions, sur les rédactions, avant que les demandes de brevets soient publiées, bien évidemment, on reste tout à fait étanche. Donc, nous, avec nos clients, le secret professionnel, il est total et absolu. Mais après, oui, en effet, il y a des passerelles et c'est toujours important. On peut également nous solliciter pour nous demander aussi quel est le degré de solidité de tel ou tel brevet qui ont pu être déposés, justement. Là encore, pour savoir si on peut, de manière tout à fait claire en termes de portée du brevet, voir si on peut solliciter tel type de financement ou pas, ou si c'est inopportun. Donc, je dirais, nos activités sont parfaitement complémentaires. On ne travaille pas de manière conjointe sur un dossier pour des raisons évidentes de confidentialité, mais en tout cas, oui, et notamment sur l'état de l'art, je te rejoins tout à fait. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Qu'on peut mutualiser. Qu'on peut mutualiser. Merci beaucoup pour votre expertise. Le temps est passé. C'était passionnant. Juste un petit zoom sur les prochains événements en présentiel. Nous serons à Vivatech donc du 11 au 14 juin avec notamment des animations aussi d'ailleurs autour de la deep tech et de l'IA. Je vous ai parlé de l'Assemblée générale le 20 janvier à Rousset, à 100 mètres de nos bureaux. N'hésitez pas à venir. Elle est élective cette année. Nous ferons une conférence autour de l'IA, mais aussi de l'AI Act, qui pourrait vous intéresser, Philippe, Pierre et Rabia, chez SAP Labs le 10 juillet. Et puis, nous allons rencontrer une grosse cinquantaine d'ingénieurs, chercheurs et développeurs IA chez Amadeus lors d'un Tech Talk, un événement Open Innovation, où ils souhaitent que les membres Actantis et les speakers, donc des experts que je dois identifier par rapport à leur cahier des charges, puissent venir donc entre guillemets dans les bureaux de Amadeus pour faire un événement où voilà 5 speakers traités identifiés et moutons à 5 pattes pour appeler un chat un chat puissent inspirer cette grosse cinquantaine d'ingénieurs, chercheurs, développeurs de Amadeus qui ne sort pas beaucoup des bureaux, mais qui a besoin d'être bien sûr inspiré pour créer, pour innover et pour booster encore une fois la R&D et l'innovation. Voilà, et puis en termes de webinaire, vous voyez les prochaines dates sur le recrutement, sur la frugalité, la décarbonation, et puis le WebTech sur l'innovation autour de la photonique et du quantique, un large sujet, le quantique d'ailleurs par rapport au brevet et à l'innovation. Je vais faire un événement d'ailleurs sur le quantique parce que ça passionne aussi beaucoup de gens à l'automne. Voilà, merci à tous et puis bonne journée et bon week-end à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci Actantis, à bientôt.